Je coupe après. Bonjour à toutes et à tous. Et également, je remercie les organisateurs de cette conférence. Je vais faire des fautes en français, c'est parce que je suis né à Anvers. Donc, nous avons d'un côté un discours éthique et de l'autre côté un discours scientifique. Le discours éthique est important pour mobiliser l'opinion publique. Sans discours éthique, on ne va pas mobiliser le grand public. Et je dirais que c'est grâce aux vidéos de caméras cachées qui sortent des laboratoires que nous avons un argument éthique. Parce que le grand public, globalement, n'a aucune idée de ce qui se passe dans les laboratoires. Et c'est de temps en temps, grâce aux exposés des caméras cachées, que nous avons parfois une idée de ce qui se passe dans les laboratoires. Par contre, l'argument éthique va jusqu'à un certain point. Parce que les chercheurs qui utilisent les animaux vont dire « oui, mais malheureusement, la souffrance animale est un mal nécessaire. » Et les militants et le grand public qui n'ont pas de connaissance de l'argument scientifique sont impuissants face à cette revendication. Et donc, c'est important d'avoir un discours éthique et un discours scientifique. J'ai le plaisir, plus tard cet après-midi, de vous présenter une deuxième conférence. Et donc là, je vais présenter plutôt le côté scientifique. Donc, prenons un exemple concret. Et donc, c'est dans la région bruxelloise. Donc, dans l'occurrence, c'est l'Université libre de Bruxelles qui, selon ses statistiques, en 2014, ils ont publié que parmi les 97 803 animaux qui ont subi des expériences, 29% étaient dans la catégorie de sévère. 29%. Pour vous donner une idée, par comparaison, en Suisse et au Royaume-Uni, le taux d'expérience sévère, c'est 3%, 8%. Donc 29%, quasiment le tiers. Je dirais que c'est un record mondial. Un record mondial assez triste. Donc, pour moi, ça pose de très, très grandes questions. Est-ce que c'est que leur commission d'éthique est particulièrement laxiste? Est-ce que c'est parce que ces chercheurs sont particulièrement honnêtes en mettant des expériences qui seront considérées par d'autres comme modérées dans sévères? Donc, mais c'est vraiment troublant ce chiffre de 29% quand même. Pour vous donner une idée, pour ceux parmi vous qui ne savent pas ce que c'est une expérience sévère, c'est une expérience qui peut mener à la mort. Donc c'est la toxicité, par exemple, des essais de toxicité dont le point limite est la mort, ou susceptibles d'entraîner la mort et de causer des états pathologiques graves. Une procédure sévère peut également correspondre aux essais de dispositifs dont la défaillance peut causer une douleur, une angoisse ou une souffrance intense chez l'animal, ou à des chocs électriques auxquels l'animal ne peut échapper, par exemple pour provoquer une impuissance acquise, ainsi qu'aux tests de nage forcé ou de l'exercice forcé dont le point limite est l'épuisement. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis impliqué dans l'initiative citoyenne européenne. Donc cette initiative est un outil démocratique mis en place par la Commission européenne. Et pour vous donner une idée, parmi 55 tentatives pour lancer une initiative citoyenne européenne, seules 3 sur 55 ont abouti à obtenir 1 million de signatures validées afin d'obtenir une audition au Parlement européen. Et donc, cette initiative qui s'appelait Stop Vivisection a réussi à obtenir une audition au Parlement européen. Et une des raisons pour cette initiative, c'était justement pour essayer de sortir de ce cycle sans fin
on discute. Les militants disent oui, mais la souffrance animale c'est quelque chose de terrible, il faut arrêter. Et les chercheurs disent oui, mais c'est un mal nécessaire. Et donc ce n'est pas un débat équilibré. Et donc une des raisons pour cette initiative, c'était justement pour rajouter l'argument scientifique à l'argument moral. Parce que les deux ensemble sont très complémentaires. Et l'un sans l'autre, eh bien, on tourne en rond. Parce que l'argument scientifique est très sec. Si vous pouvez également, c'est très difficile, si vous n'avez pas une formation en sciences, c'est très très difficile d'expliquer la biologie évolutionnaire aux politiques et au grand public. Ça le dépasse tout simplement. Donc, si vous voulez proposer une argumentation scientifique, eh bien, il faut le faire entre scientifiques, mais parce que le grand public et les politiques ne comprennent pas. Et donc, un des buts de cette initiative, c'était d'introduire petit à petit l'argument scientifique. Eh bien, nous avons bien échoué face à la Commission européenne, puisque parmi les 10 demandes de cette initiative, la Commission les a tous refusées. Et parmi ces demandes, il y avait des choses très très modestes. Par exemple, l'application de méthodes déjà validées par le Centre d'évaluation européenne en Italie et également reconnues par l'OCDE, donc les autorités de réglementation. Tout ce qu'on demandait à la Commission, c'était d'appliquer les méthodes déjà reconnues et validées. Et la Commission nous a répondu, mais ce n'est pas notre tâche à nous. Nous ne sommes pas des policiers. On fait confiance à la science, à l'industrie, aux chercheurs, d'appliquer les méthodes déjà validées. Eh bien, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Il y a beau des exemples de méthodes substitutives validées, approuvées par la réglementation, qui ne sont pas utilisées par l'industrie. Ils sont utilisés quand on les oblige, ou quand ça leur fait mal dans la poche. Par exemple, l'exemple du Botox. Le fameux Botox, la toxine botulique, la substance la plus toxique connue à la science. Une campagne publique aux États-Unis a réussi à convaincre le fabricant, Allergan, de développer une méthode complètement in vitro pour remplacer les animaux. Ça a pris beaucoup de temps, de l'argent, et si ça a coûté des millions de dollars pour développer cette méthode substitutive, eh bien pour une compagnie comme Allergan qui fait des profits dans les milliards, alors les millions, ils peuvent supporter cela. Et donc c'est uniquement parce que des questions de profit, ça mobilise l'industrie, ça marche. Ça marche. Et c'est la raison également pour laquelle le remplacement des animaux dans l'industrie cosmétique, bien que ce n'est pas 100%, ça marche parce que, justement, on a le choix, le public a le choix entre choisir des produits testés ou non testés sur les animaux. Pour la médecine, on n'a pas ce choix-là. Mais bien, dans les produits cosmétiques, on a ce choix. Donc ça, c'est le pouvoir du grand public. Et ça, c'est donc une des priorités éthiques de la protection animale. C'est d'informer le grand public que vous avez le choix. D'un côté, l'exemple des cosmétiques. De l'autre côté, vous avez le choix par biais de vos impôts. Parce que vous, avec vos impôts, vous subventionnez l'expérimentation animale. Et donc, je pense que vous avez le droit à la transparence de savoir ce qui se passe. Vous avez le droit de savoir qui sont les gens qui participent dans les commissions ou le comité d'éthique, qui sont ces personnes, quel est leur parcours scientifique ou non scientifique. Est-ce qu'il y a des représentants de la protection animale dans ces commissions d'éthique? Est-ce que c'est équilibré? Parce que vous avez des pays comme la Suède, où le nombre de scientifiques et le nombre de non-scientifiques est plus ou moins équilibré. Tandis que les commissions d'éthique dans lesquelles j'ai participé personnellement, j'étais toujours dans une minorité. Ce qui veut dire que si jamais on devait voter sur quelque chose de très important, eh bien, j'étais certain de perdre.
il n'est pas toujours nécessaire d'avoir des experts scientifiques dans les commissions d'éthique. Un des arguments, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'experts, etc., pour participer dans ces commissions d'éthique. Eh bien, on peut résoudre ce problème très facilement. Parce que même si vous n'êtes pas scientifique, ou si vous n'êtes pas expert dans le remplacement, raffinement, réduction, on peut vous donner la permission de contacter des experts externes, en toute confidentialité. Donc vous devez respecter la confidentialité, mais vous pouvez donc vous renseigner auprès d'experts externes pour leur demander est-ce qu'on peut, dans ce cas-ci, ou dans notre cas, remplacer l'animal ou réduire, etc. Donc il existe des possibilités pour que ces commissions d'éthique soient plus équilibrées. Actuellement, elles ne sont pas équilibrées et l'exemple que je vous ai donné du cas à Bruxelles de 29% de procédures dans la catégorie sévère, pour moi c'est quelque chose d'hallucinant et c'est quelque chose qu'il faut traiter au plus vite possible. Alors, concrètement, pour améliorer la situation, ce que je voudrais proposer, c'est donc demander au gouvernement wallon de lancer une commission d'enquête parlementaire au sujet de la validité du modèle animal. Alors, dans ce genre de commission d'enquête, on invite des experts des deux côtés. Alors, ça joue plusieurs rôles. D'abord, les politiques vont écouter les arguments des deux côtés, donc les scientifiques des deux côtés, ou des personnes, l'argument éthique également. Mais comme ça, au moins, les politiques vont s'informer de plus en plus de quoi il s'agit. Et deuxièmement, les médias vont s'intéresser et s'interroger également. Et donc, ça servira à une prise de conscience parmi le grand public. Parce qu'on va discuter davantage. Qu'est-ce que c'est l'expérimentation animale? Est-ce que c'est un mal nécessaire? Existe-t-il vraiment des remplacements? Est-ce qu'on peut tout remplacer ou pas? Globalement, il y a 9 catégories où on utilise des animaux dans la science. Et 2 parmi les 9 adressent la question de la prédiction. Donc quand on teste les médicaments et les substances chimiques sur un animal, c'est dans le but de savoir est-ce que cette substance est nocive pour l'homme. Donc on pose la question, on suppose que l'animal va prédire l'effet chez l'homme. Et on va tester sur plusieurs espèces. Et la deuxième catégorie où on utilise les animaux, c'est pour étudier les maladies humaines. Donc dans les deux cas, on présuppose que l'animal peut prédire, est capable de prédire l'effet chez l'homme. Et là, nous avons une argumentation scientifique très très puissante qui démontre qu'aucune espèce n'est un modèle biologique fiable pour une autre. Ça, c'est presque, si vous voulez, une loi dans la biologie. Et là, il nous faut un débat scientifique approfondi. Ce n'est pas le genre de choses que je vais vous convaincre en 2 minutes. C'est des années d'études. Et là, il faut apporter des experts des deux côtés et débattre cette question. Pour toutes les autres catégories, par exemple, l'utilisation d'une valve d'un porc pour remplacer une valve chez l'homme, eh bien, cette utilisation est scientifiquement valable. Il peut y avoir des questions éthiques, mais scientifiquement, ça marche. On ne peut pas dire que ça ne marche pas. Par contre, il existe des alternatives aux valves cardiaques du porc, parce qu'on peut utiliser soit une valve cardiaque issue d'un cadavre, comme l'a fait Arnold Schwarzenegger, ou on peut utiliser des valves cardiaques synthétiques. Et donc, tandis que la valve du porc va durer 10 ans, la valve issue de l'homme ou synthétique va durer 20 ans. Donc il existe bien des alternatives. Également, l'utilisation des animaux pour la fabrication des anticorps monoclonaux, eh bien oui, on peut utiliser des animaux, ça marche. Mais également, aujourd'hui, nous avons des alternatives comme le phage display. Donc voilà brièvement ma présentation. Et donc, merci pour votre attention.
et à tous. Je pense que le mot alternative est un peu piégé. Pour le grand public, quand on parle d'alternative, il pense qu'on parle de remplacement absolu. Ça, c'est la compréhension du grand public. C'est le remplacement absolu. Et je suppose que vous connaissez la différence entre le remplacement relatif et le remplacement absolu. Est-ce qu'on a déjà discuté ça ce matin? Parce que je n'étais pas ce matin. Ce matin, j'en ai parlé. Bien, vous avez discuté la différence. On n'a pas discuté, mais j'ai dit ce que c'était. D'accord. Et avec beaucoup de talent. Alors, je vous remercie. Moi, j'ai même pas Paul. Donc, pour le grand public, les alternatives, globalement, c'est le remplacement absolu. Au fait, si nous regardons le site de ECVAM, et j'étais invité il y a à peu près un mois chez ECVAM, et j'ai discuté avec leurs chercheurs. Donc, ECVAM a été créé en 1992. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, ils ont validé à peu près une quarantaine d'alternatives. Donc, 80% représentent le raffinement et la réduction, et 20% le remplacement. Et parmi ce 20% de remplacement, il y a du remplacement relatif et du remplacement absolu. Et parmi le remplacement relatif, il y a l'utilisation de cellules issues des animaux, ou même des cellules humaines en culture, mais qui utilisent toujours du sang issu de bovin, donc de fœtus bovin. Donc ce n'est pas un remplacement absolu. Donc vraiment, si vous faites une analyse très très approfondie des alternatives validées par ECVAM, vous allez trouver un très petit pourcentage de méthodes de remplacement absolu. Donc soyons clairs qu'il existe actuellement très très peu de méthodes de remplacement absolu. Et quand j'ai présenté ma conférence à ECVAM face aux chercheurs, j'ai vu les têtes faisant comme ça. Donc apparemment ce sont de bons chiffres. En 2008, le docteur Thomas Hartung, qui était le directeur de ECVAM, a démissionné de cette structure, entre autres parce qu'il constatait que leur budget n'était pas suffisamment pour leur travail de développement et de validation de méthodes alternatives. À l'époque, en 2008, le budget de ECVAM était de 15 millions d'euros par an. Actuellement, le budget annuel de ECVAM est de 8 millions d'euros par an. Donc, la Commission européenne est en train d'étouffer sa propre structure qui est censée de valider et développer des méthodes alternatives. Donc, il faut absolument augmenter la subvention de cette institution, de cette structure. Globalement, je parle des pays de l'Union européenne, y compris la Belgique, la proportion des subventions, l'argent de la recherche pour les chercheurs utilisant les animaux représente à peu près 98% des fonds globaux et 2% le développement des méthodes alternatives. On peut discuter, c'est peut-être pas 98,2, c'est peut-être 95,5, mais c'est à peu près ces chiffres-là. J'ai participé dans des commissions d'éthique en Suisse, en Belgique, dans d'autres pays, et j'ai constaté que ce sont à peu près ces chiffres-là au niveau de la Commission européenne et au niveau national. Donc, il faut absolument subventionner le développement des méthodes alternatives, parce que un des arguments des chercheurs qui utilisent des animaux nous disent tout le temps, mais vous savez, vos méthodes alternatives, ils ne sont pas très performants, hein? Eh bien, si vous nous donnez 2% du budget, qu'est-ce que vous attendez? Donc, il faut vraiment un peu équilibrer ces budgets. Alors, donc, il faut privilégier les alternatives. Quel est le problème des alternatives? Eh bien, en tant que membre de plusieurs commissions d'éthique, on demande aux chercheurs de respecter les 3 R. Eh bien, ils respectent les 3 R. Dans le cadre de la directive 2010, ils respectent bien les 3 R. Et donc, s'ils ont une étude avec 120 rats, mais que cette étude
peut s'en passer de 20 et donc utiliser 120 en respectant les résultats, que les résultats soient statistiquement significatifs, eh bien, le chercheur a respecté la réduction. Ensuite, il va respecter le raffinement en donnant tous les 6 heures ou tous les 8 heures un antidouleur à ces sujets, aux animaux, et donc il a respecté le raffinement. Mais alors, si on arrive au remplacement, il y a un problème. Parce que dans le cadre des 3 R et dans le cadre de la directive, le chercheur n'est pas obligé de montrer que son modèle est pertinent pour la santé humaine. Parce que si cette recherche n'est pas pour améliorer la santé humaine, eh bien je vous assure que ce chercheur va obtenir 0 subvention. Si le but du chercheur c'est de mesurer, de voir combien de fois par heure une souris agressive va attaquer, va mordre une souris douce, Non agressif. timide, voilà, timide, eh bien, il va recevoir 0 subvention. Mais si le chercheur dit, mais le but de ma recherche, c'est pour trouver des solutions à la violence chez les humains, les familles, les maris qui tabassent leurs femmes, eh bien là, peut-être, il va obtenir une subvention. Donc, en fait, la recherche fondamentale est déguisée en tant que recherche appliquée afin de recevoir des subventions. Et le problème des personnes comme moi dans les commissions d'éthique, c'est que quand je demande aux chercheurs, est-ce que vous avez cherché un remplacement pour votre étude avec les rats? Eh bien, il va me dire, oui, je ne peux pas faire ça avec des cellules humaines en culture parce que j'ai besoin d'un système vivant complexe entier. Et je ne peux pas étudier cette molécule, étudier le cancer dans quelques cellules humaines en culture. Ça ne marche pas. Et justement, c'est le problème, mesdames et messieurs, parce que cela qui représente la recherche fondamentale, et 90% de la recherche dans les universités en Belgique, en France, en Suisse, au Royaume-Uni, c'est la recherche fondamentale. Et la recherche fondamentale, c'est tirer une flèche dans le ciel, on ne sait pas où tombe cette flèche, on n'est pas obligé, selon la définition de la recherche fondamentale, et je sais qu'il y a une dizaine de définitions, mais selon la plupart des définitions, on n'est pas obligé d'apporter un résultat. La recherche fondamentale, c'est tout simplement tirer une flèche dans le ciel et voir où va aboutir cette flèche. Et donc le problème avec la recherche fondamentale, les chercheurs qui me disent « oui, je ne peux pas faire cette étude dans les cellules humaines en culture », et bien justement, la directive de 2010 n'exige pas du chercheur de montrer que son modèle animal est prédictif pour l'homme. Il n'exige pas cette exigence. Et ça c'est le problème. Et tant que la société, et tant que les politiques, et tant que les chercheurs eux-mêmes et la communauté scientifique n'exigent pas une reconnaissance, une validation du modèle animal par rapport à sa pertinence à l'homme, eh bien on va continuer à tourner en rond, on va continuer à subventionner ce genre de recherche, et les professeurs vont continuer à amasser des centaines de publications concernant la recherche animale, utilisant des animaux, mais ça aboutit à quoi? Alors nous sommes des scientifiques, je vous parle en tant que scientifique à scientifique. Soyons scientifiques, utilisons des revues de synthèse, faisons des études, des publications censées, des publications en recherche fondamentale, censées d'apporter une application clinique pour aider l'homme. Et attendons 30 ans, parce que les chercheurs disent que ça prend beaucoup de temps avant que cette idée en recherche fondamentale aboutit à un résultat clinique. Donc on va attendre 30 ans et on va étudier beaucoup d'études dans les meilleurs journaux scientifiques pour voir quel est le taux de succès de la recherche fondamentale utilisant les animaux pour l'application en médecine humaine. Eh bien, il n'existe pas beaucoup de ce genre de revues en synthèse. Mais parmi les peu qui existent, et je vous cite une des meilleures parmi ces études, qui a été publiée en 2003, et le chercheur c'est Crowley, a réussi à constater que le taux de succès, donc l'application, le taux de succès clinique de la recherche fondamentale, basé sur 25 000 articles publiés dans les meilleurs journaux,
le taux de succès est de 0,004%. Alors il faut se poser une question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce que ça vaut la peine de subventionner toutes ces études sur les animaux pour un taux de succès de 0,004%? Eh bien, soyons scientifiques. Je demande aux chercheurs qui utilisent les animaux de nous apporter des preuves à l'inverse, donc des études, des revues de synthèse qui montrent que l'animal est prédictif pour l'homme. Eh bien, je peux vous dire que grâce à l'industrie pharmaceutique, nous avons des chiffres, donc des données empiriques. La corrélation entre les effets toxiques constatés chez les animaux dans les études précliniques et les effets secondaires chez l'homme, les corrélations des deux, est environ 30 à 50%. Ça, c'est la corrélation. Ce qui correspond plus ou moins à jouer à pile ou face. Alors, je ne vais pas vous dire que les méthodes substitutives, donc des méthodes utilisant des méthodes basées sur du tissu humain, des puces, organes sur puces, etc., etc. Je ne vais pas vous raconter des histoires que c'est 100% prédictif, pas du tout. Mais si nous faisons une étude de la sensibilité et la sensitivité de la recherche animale et une gamme de méthodes et d'étapes utilisant du matériel humain, eh bien, le modèle animal est performant à peu près 50%, comme on l'a dit, grâce aux données issues de l'industrie pharmaceutique. Et puis, nous avons des données, si nous utilisons les gammes de méthodes utilisant du matériel humain, eh bien, nous allons peut-être avoir, par exemple, 60%, 70% de prédiction. Alors, ce n'est pas 100%, mais c'est le double du modèle animal. Et à mon avis, pas à mon avis, mais objectivement, il faut faire une comparaison pas entre 0 et 50%, mais entre 50% et 100%. Donc on veut aboutir au 100%. Les seules choses qui sont 100% aujourd'hui, c'est, si vous voulez, une analyse, une prise de sang pour savoir si la personne est porteuse du sida ou pas. Donc la sensibilité et la sensitivité de ce genre de test est à peu près 100%. Donc là, on est performant. Mais bien sûr, pour étudier un système vivant complexe entier, on est loin encore d'arriver au 100%. Mais c'est là justement où il faut investir de l'argent. C'est justement pour améliorer ces genres de tests qui se basent sur du tissu humain. Parce que pour moi, je conclue avec ça, pour moi les trois principes de la bonne science, c'est étudier l'espèce en question. Donc si on veut étudier des chihuahuas, il faut étudier des chihuahuas et pas des perroquets. Si on veut étudier des maladies chez l'homme, il ne faut pas étudier des rats, ne sont pas des rats de 70 kg, 70 kg. Ouais. Deuxième chose, ne pas nuire. Ça veut dire ne pas prendre des animaux ou des humains en bonne santé et les rendre malades de façon artificielle ou de leur donner des médicaments dont ils n'ont pas besoin. Donc le consentement éclairé et protéger bien sûr les vulnérables. Et troisièmement, se baser sur des preuves. Baser sur des preuves, revues de synthèse, etc., etc. Merci pour votre attention. Très bien, très bien. Il y a un peu dans le public ici, là. On va venir à l'école ici. La question posée est de savoir si le programme 3R de chez Sanofi se met en place partout dans le monde ou uniquement sur les sites du monde. Son opinion sur la recherche fondamentale
il précise, c'est-à-dire sur la recherche qui n'aboutit pas forcément à un avantage pour l'homme, la recherche faite pour comprendre la biologie, et la question posée est, faut-il l'interdire? Est-ce qu'on peut avoir la personne qui a posé cette question, qui se manifeste? Voilà, merci. Et votre prénom, monsieur? Vous dites en deux mots qui vous êtes. Je suis responsable de la plateforme aquatique au sein de la CSB au Luxembourg. Et voilà, j'étais intéressé par la question parce qu'il me semble que si il y a un développement partout en Belgique, mais partout en Europe, pour la recherche qui va, je m'explique en français, c'est pas très bon, qui va plutôt vers une recherche qui est focalisée seulement sur la biomédecine. Et je pense qu'en biologie, parce que je suis biologiste de formation, il y a aussi un intérêt pour la recherche fondamentale, pour comprendre des procès clés, des procès fondamentaux de la biologie qui n'aboutissent pas forcément à des avantages pour l'homme. Et je pense que en tant que scientifique ou en tant que pour la science, c'est aussi important de comprendre, même si ça ne nous donne pas un avantage concret. Et je voulais savoir quelle est votre opinion au sujet. Merci beaucoup. Donc, c'est une question qu'il faut poser à la société, parce que c'est nous qui subventionnons la recherche fondamentale pure. Et donc, pour vous donner une idée, la Commission européenne a subventionné justement un sondage à cette question, un très grand sondage, et on peut le critiquer, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc le résultat a été publié en 2006, et 68% des personnes interrogées ont dit non, il ne faut pas utiliser les animaux pour mieux comprendre le fonctionnement du vivant. Donc voilà, mais c'est vraiment une question qu'il faut poser à la société. Merci, docteur. On peut se répondre? Oui, bien sûr. Donc on peut considérer bien sûr que c'est un débat. Et donc si d'autres intervenants souhaitent prendre la parole, ou dans la salle bien sûr, c'est possible. Merci donc. Je vais essayer de ne pas tremper ma cravate dans cette question de la recherche fondamentale, telle que l'a illustrée avec quelques chiffres, je ne connais pas la source, mais ce n'est pas le problème. On peut toujours se le poser. Mais alors là, je m'oppose strictement au faux. J'ai une petite expérience de ce qu'est la recherche scientifique à travers l'histoire du 19e, du 20e et bientôt la fin du 21e. C'est une erreur de penser que le savoir n'avance qu'à travers un objectif requis. Il n'avance qu'à travers une connaissance acquise. C'est-à-dire que c'est vrai que ça paraît aveugle. Et les chiffres du garçon qui a trié 25 000 publications sont très certainement basés sur des coïncidences, des corrélations. Mais on ne peut pas imaginer qu'une communauté scientifique mondiale, maintenant, puisse avancer uniquement sur des objectifs technologiques ou des objectifs concrets. Si notre connaissance n'est pas absolue, et c'est un des grands travers que la mondialisation et le financement de la recherche a connu ces dernières années, en France par exemple, c'est de donner que des contrats sur des objectifs dûment désignés. Et j'ai toujours combattu cette position, et je me suis souvent fait entendre raison en disant qu'il faut au moins que nous ayons 20 à 30% de recherche fondamentale pure, sans objectif annoncé, et que si on ne finançait que des objectifs annoncés, on n'aurait plus le savoir, et on périrait, mesdames et messieurs. Au lieu de revendications, parce que moi je peux citer des articles, et monsieur le professeur va citer d'autres articles, il faut un débat approfondi scientifique. Mesdames, Messieurs, il n'y a pas de débat scientifique actuellement. Il n'y a pas de débat scientifique. À la télévision, vous allez écouter un chercheur qui va dire « Sans expérience sur les animaux, on n'aura ni vaccin, ni transplantation, ni antibiotiques. » Fin de discussion. Moi, en 30 secondes, je ne peux pas défaire tout cela. Et donc, il faut, mesdames, messieurs, il faut un débat scientifique approfondi. Jusqu'à présent, les chercheurs se sont contentés donc l'ignorance publique, mais aussi d'un débat très superficiel.
un débat superficiel parce que les politiques et le grand public ne comprennent pas la science. Et si on n'a pas, ils font l'équivalent d'un procès de Nuremberg qui dure des semaines, voire des mois, digne de ce sujet. Sinon les scientifiques, ils disent ce qu'ils veulent et le grand public ignorant accepte et continue à payer des subventions. Et je vous rappelle le cadre donc, du débat et la thématique d'aujourd'hui qui est donc le processus d'évolution des méthodes alternatives avec une ouverture forcément des questions vis-à-vis des interrogations légitimes du public suite aux interventions, le tout dans un esprit bon enfant certainement et d'un débat que l'on veut mener tous ensemble dans une totale transparence, donc le cadre est bien celui-là. Professeur Bouffailly. Donc, je crois qu'il est important de recadrer un tout petit peu le débat. Non, mais attendez, c'est très important de dire que nous avons dépassé le stade du pour ou contre l'expérimentation animale. Même si, en tant qu'épistémologiste, je me ravirais de passer une journée à discuter avec vous, ici, on est déjà un cran plus loin. Il faut comprendre qu'on est dans la thématique des alternatives, les approches in vitro, ex vivo, in silico, in robotico. On est résolument tourné vers l'avenir. Et ça, c'est un message très important, parce que le message et le débat du passé sur l'utilisation pour ou contre le modèle animal, je pense qu'il est très important, certes, mais nous, on veut résolument se projeter dès l'avenir. Ça, je voulais vraiment insister là-dessus. Et vous avez vu l'engagement exceptionnel de tous les chercheurs qui ont présenté leurs méthodes, aussi imparfaites soient-elles. Dites-vous qu'il y a du génie, il y a des efforts, il y a de la créativité, il y a une inventivité dans tout cela qui est tout à fait remarquable, qui est encore loin d'être parfaite, mais qui est remarquable et que je voulais souligner ici. Voilà. Merci. Alors, la question suivante est posée au Dr Anne Vermeulen et elle consiste à lui demander si elle considère que